À la une de l'actualité ce vendredi, la recommandation de la AORE pour des élections municipales apaisées. Face à la presse ce 7 janvier, la Haute Alliance pour le Warantage de Roland Ngungunga a appelé toute la classe politique à l'ouverture sans délai d'un dialogue politique inclusif avant la tenue du scrutin. Et puis, des zones d'habitat spontané communément appelées zones non loties, en plein cœur de quartier du moment loti. Les exemples sont légion dans la capitale burkinabé. Comment expliquer le phénomène? Une de nos équipes s'est rendue dans quelques sites. Les explications à suivre tout de suite dans ce journal. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. À peine la présidentielle terminée que la Haute Alliance de Warantage pour la République se penche déjà sur les élections municipales à venir. La AORE estime que la présidentielle du 22 novembre a été entachée de beaucoup d'irrégularités malgré ses multiples interpellations. Alors, pour les élections municipales à venir, le parti attire de nouveau l'attention de toute la classe politique burkinabé sur la tenue de ce scrutin. La tenue d'un dialogue politique inclusif est un préalable pour des municipales apaisées. On en sait davantage avec Roland Ngungunga, le président du parti que je vous propose d'entendre. L'objet de la conférence de presse est lancer un appel par voie de presse à nos compatriotes. Donc, espérant par ce créneau toucher les responsables politiques et administratifs pour qu'on ouvre un dialogue politique inclusif et démocratique pour pouvoir aboutir à des élections municipales démocratiques. La réconciliation nous permettra de travailler tous pour l'avancement du pays. Pas pour l'avancement d'un clan, d'un groupe, d'un parti politique, non. Nous pensons même que les préalables qu'il faut régler avant d'aller aux élections là, donc font que les élections ne devraient pas pouvoir se tenir à bonne date. Maintenant, tout dépend de l'engagement des autorités et de ceux qui vont accepter investir comme budget pour éventuellement régler ces préalables avant d'aller aux élections. Le premier élément, c'est le recensement des électeurs. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on parle de recensement. Quand on parle de suffrage universel, oui, et le suffrage universel, c'est tout le monde. Tous ceux qui sont en âge de voter et qui ne sont pas... sous le coup de condamnation. On y reviendra plus en détail dans notre session d'information de ce soir. En attendant, les jours passent, la formation du gouvernement se fait toujours attendre. Les commentaires sur le sujet vont bon train. S'il y a un aspect qui intéresse, c'est bien le choix des futurs ministres. Quels seront les critères de choix? On ne saurait le savoir. Néanmoins, les Burkinabés souhaitent la prise en compte de certains critères tels l'âge, l'expérience ou la compétence. Comme nous l'a confié quelques citoyens lambda et acteurs politiques, à qui nous avons tendu notre micro. On les écoute. Il y a la potentialité au Burkina Faso. Il y a des hommes pour. Alors, nous voulons que ceux-là qui auront la chance d'être désignés pour figurer dans le nouveau gouvernement, puissent être des gens capables de travailler à mettre en valeur le projet du président du Faso et la vision du président du Faso. Et nous avons vu que le gouvernement passé, il y a eu tellement de jeunes dans le gouvernement. C'est aussi un point sur lequel il faut appuyer, voilà, mettre les jeunes aussi en valeur. Je pense qu'il faudrait aussi bien allier les compétences, il faut aussi allier l'expérience. C'est vrai qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, mais au vu des défis auxquels le Burkina Faso est confronté ou pourrait être confronté, c'est-à-dire la situation sécuritaire, la pandémie de la Covid-19, la relance économique, les questions liées à la réconciliation nationale, tout ça, bien sûr, son Excellence le Président du Faso avec le chef du gouvernement, dans la formation du futur gouvernement, gagnerait à voir quelles sont les personnes clés qui pourraient, un gouvernement de combat qui pourrait bien sûr répondre aux différentes attentes des populations. Vraiment, quant à moi,
Et concernant le nouveau gouvernement que nous attendons, nous souhaitons vraiment un gouvernement d'union, une cohésion sociale. Ça veut dire que toute personne qui a une expérience, qui a l'amour de travailler pour avancer le Burkina Faso, on souhaite que vraiment ces gens-là, on les nomme dans le gouvernement. Parce que toute personne qui a un savoir, qui a l'expérience, qui a des idées pour faire développer le Burkina Faso, en tout cas, si on le nomme, en tout cas, ça va nous faire plaisir. Venons-en à ce phénomène tout de même curieux. Vous l'avez sans doute déjà constaté. En plein cœur de quartiers urbains, respectant les normes en la matière, il est fréquent de voir des zones d'habitation spontanées, communément appelées zones non loties, que ce soit à Kouritenga, à Sondgo ou encore à Pissi. Comment en est-on arrivé à cette situation? Roméo Koeta et Rémi Lambert-Nébier nous en parlent. Kouritenga, un quartier loti situé en pleine ville de Ouagadougou. Mais l'architecture de ce quartier retient l'attention. En plein milieu des habitats se trouve ce qu'on pourrait qualifier d'une île. Des habitats spontanés ont poussé, créant une zone non lotie en pleine zone lotie. Et ces quartiers d'un autre genre sont légion dans la capitale burkinabé, Sondgo, Pinsi. Des espaces vides, des zones loties destinées à d'autres usages, sont pris d'assaut par des populations à la quête d'un gîte. Si ces constructions créent de sérieux problèmes d'urbanisation, le fait le plus illustratif est que dans ces quartiers cohabitent deux mondes. Vraiment, ça fait pitié. Manger, tout, même l'eau là. Il y a un puits qui est devant notre porte. C'est là, ils viennent puiser l'eau là. Pourtant, c'est pas propre. Pour boire, ça fait pitié si tu vois tout ça là. Si l'État vraiment pouvait faire quelque chose pour eux et pour nous aussi. Parce que pendant la saison pluvieuse, c'est grave. C'est grave pour nous, c'est grave pour eux. Si la situation précaire de ces quartiers suscite la compassion de leurs voisins de la zone lotie, cette cohabitation fait également naître un sentiment de crainte. C'est bizarre parce qu'on peut traiter des fausses affaires dans le coin là. En regardant, on regarde même chez Koma. Voilà, donc c'est ça que moi je peux vous dire quoi. Même si on met de l'eau, ni de courant, ça ne sert pas. Puis c'est pas bien aménagé pour eux. C'est un coin qui n'est pas sécurisé. Ouais, c'est mal construit. Pendant la saison pluvieuse aussi, ils ne sont pas à l'aise. Donc, ce que l'État peut faire pour eux, ils n'ont qu'à changer un peu, aller mettre à un niveau que chacun se sent à l'aise. Refusant de s'exprimer devant notre caméra, les occupants de ces zones à construction spontanée pensent, tout comme ceux de la zone lotie, qu'ils ont droit à un regard. Ces constructions peuvent être considérées comme anarchiques, mais comment elles ont pu proliférer en l'insu des municipalités? Quitte du sort de ces quartiers hybrides dans la politique de restructuration prévue par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Difficile de trouver de l'eau potable dans ces zones non loties comme vous venez de le suivre dans ce reportage. Le problème d'eau se posait également au camp Kunima de Bobo-Dioulasso. Fini maintenant le calvaire dans ce camp. Un système intégré d'adduction en eau potable en lieu et place d'un forage. C'est le rêve de la gendarmerie de Bobo-Dioulasso qui se réalise au-delà de ses attentes. Le geste salvateur est de la Mabusig, la manufacture burkinabé de cigarettes qui a dû mobiliser près de 20 millions de francs CFA, comme nous le dit Soto Justin Ndabiri. Grâce à la générosité de la manufacture burkinabé de cigarettes Mabusig, le camp Kunima de la gendarmerie nationale dispose désormais d'un système intégré d'adduction d'eau modulaire et extensible offrant une autonomie en eau potable filtrée pour plus de 2000 personnes. Nous avions été en contact avec la gendarmerie, que nous avait posé le problème d'eau et nous-mêmes nous avions vu le calvaire qu'il traversait pour avoir ce besoin vital. Et nous ne pouvions pas rester insensibles. Ils nous demandaient un simple forage. Nous, on a préféré faire un système intégré d'adduction d'eau qui comprend un forage
de 18 mètres cubes par heure, un château d'eau de 10 mètres cubes avec une pompe qui alimente 5 mètres cubes par heure. Donc ça permet de soulager grandement le camp de Kunima qui parfois à son apogée peut avoir presque 2000 personnes. D'un coût global d'environ 20 millions de francs CFA, la réalisation de ce projet entre dans le cadre des actions citoyennes de la Mabusig. C'est normal que nous contribuions au bien-être des populations qui nous entourent, notamment quand nous savons que si nous arrivons à dormir, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sacrifient leur sommeil, parfois même plus que leur sommeil, leur vie, comme vous le savez, pour nous protéger. On ne peut pas rester insensible aux besoins de la gendarmerie, aux besoins des autres forces de défense et de sécurité. C'est avec satisfaction que le colonel Karim Khalifa Sanon, commandant la 2e région de gendarmerie, s'est dit heureux de bénéficier de la réalisation de cette adduction d'eau au sein du camp Kunima de la gendarmerie nationale. C'est une joie d'abord qui m'anime ce matin et je voudrais profiter de vos micros et des caméras pour témoigner toute la reconnaissance du commandant de la 2e région de gendarmerie et de sa hiérarchie et également de l'ensemble des personnels de la 2e région à la manufacture burkinabé des cigarettes. Et vous savez, je l'ai dit dans mes propos, l'eau c'est la vie. Ça nous apporte une seconde vie, comme je l'ai dit, parce que il fut un moment où on pouvait passer près de 48 heures, c'est-à-dire 2 jours, sans une goutte d'eau dans ces camps-là. Donc avec l'avènement de ce forage, de cette réalisation de tous les ouvrages, toutes les installations, c'est un ouf de soulagement pour l'ensemble des personnels du camp Kunima. Le chantier a délivré une forêt de 65 mètres de profondeur, un château d'eau de 10 mètres cubes sur 10 mètres de hauteur, un champ solaire de 2400 watts, un système de filtration d'eau en amont et dans les logements des officiers supérieurs, 1500 mètres de canalisation pour répartir l'eau à travers le camp, le raccordement de plusieurs bâtiments et 11 bonnes fontaines disséminées dans le camp. Aux États-Unis d'Amérique, on en sait un peu plus sur le bilan des violences survenues au Capitole. Le bilan actualisé fait état de 5 morts, dont un officier de police. On note également 3 démissions de hauts responsables de la sécurité de ce temple de la démocratie. Toutes les précisions avec nos confrères d'Euronews. Blessé pendant cet assaut violent du Capitole par des partisans de Donald Trump, un officier de police a succombé à l'hôpital. Ces événements ont donc causé la mort de 5 personnes et par là même, ils obligent à se poser des questions sur les derniers jours du mandat de Donald Trump et sur la capacité de la police à sécuriser la zone. 3 hauts responsables de la sécurité du Capitole ont été obligés de démissionner pour n'avoir pas réussi à empêcher ce saccage qui a laissé les nerfs de tout un pays à vif. Les élus américains ont exigé une révision des opérations de sécurité et un briefing du FBI sur ce qu'ils ont qualifié d'attaque terroriste. Ces moments invraisemblables, des journalistes les ont vécus et immortalisés. Saul Loeb, photographe pour l'AFP et l'auteur de plusieurs de ses prises de vue historiques, il était au milieu de la foule des pro-Trump. On pouvait entendre les chants de soutien à Trump et on a vu des centaines et des centaines de manifestants affluer sous la coupole. Ils avaient l'air de venir de tous les côtés. Les gens dans le bureau de Nancy Pelosi ont pour la plupart ignoré la présence des médias. Nous étions quelques-uns à l'intérieur et ce manifestant en particulier ne semblait pas du tout préoccupé par le fait que son visage apparaîtrait dans les médias. Mais tous les partisans de Donald Trump n'ont pas ignoré les médias. Les images du matériel d'Associated Press saccagé resteront aussi en mémoire. Et puis des élus afro-américains ont aussi critiqué la différence de traitement policier entre les manifestants de Black Lives Matter et ces émeutiers blancs pour la plupart. Si des Noirs avaient fait ça, ils auraient été mis à terre. Et puis, la surprise dans ce feuilleton américain, c'est la récente sortie de Donald Trump. Contre toute attente, il a lâché ses partisans, se disant scandalisés. Il a qualifié cette attaque d'odieuse. Il va même jusqu'à promettre des sanctions à l'encontre de ceux qui ont fait vaciller la démocratie américaine. Regardez.
Au lendemain de l'invasion du Capitole, Donald Trump a lâché ses partisans et se dédouane de toute responsabilité. Il a qualifié l'attaque du Congrès des États-Unis d'odieuse, s'est dit scandalisé par les violences, l'anarchie et le chaos, après avoir mis le feu aux poudres en haranguant les milliers de manifestants venus protester contre la certification de la victoire de Joe Biden. L'Amérique est et doit toujours être une nation de droit et d'ordre, dit-il. Les manifestants qui ont infiltré le Capitole ont souillé le siège de la démocratie américaine. Pour ceux qui se sont livrés à des actes de violence et de destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous le paierez. Sur un ton résigné, il a aussi déclaré « Le Congrès a maintenant certifié les résultats. Une nouvelle administration sera investie le 20 janvier. Je me concentre maintenant sur la nécessité d'assurer une transition du pouvoir en douceur, ordonnée, sans heurts. Ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation. » Ce changement de rhétorique laisse penser à une tentative du président sortant pour échapper à une éventuelle procédure de destitution à 2 jours de la fin de son mandat. Donald Trump semble se ranger du côté des manifestants les moins virulents, ceux qui n'ont pas fait partie de l'assaut du Capitole, comme Jenny. Ce que j'ai vu, c'est un mouvement patriotique qui est venu à Washington. Il a peut-être été détourné par quelques personnes qui n'étaient pas pacifiques. Je ne peux pas parler de ça, nous n'en faisions pas partie. Au sein du Parti républicain, du gouvernement et de l'équipe rapprochée de Donald Trump, le malaise est palpable après ces événements qui ont notamment mené à la mort d'une femme et d'un policier. Ce jusque-boutisme aliène une partie de son propre camp. Les ministres de l'Éducation et des Transports ont démissionné. Avant de revenir chez nous au Burkina Faso, arrêtons-nous au Mali voisin sur la polémique suscitée par les récentes frappes aériennes de la force Barkhane. Les autorités rompent le silence dans un communiqué publié ce vendredi. Le ministère de la Défense malienne s'aligne sur la version française alors que des villageois persistent et signent. L'attaque a plutôt visé des civils qui participaient à un mariage. Les précisions avec nos confrères d'Africa News. Les doutes pourraient-ils bientôt être levés sur les événements de Bounti? Ce vendredi, le ministère de la Défense du Mali est sorti de son silence et a déclaré qu'une trentaine de combattants de la Katiba Sarma affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont été éliminés par une frappe dimanche. Un communiqué qui vient appuyer la version de l'armée française alors que la population malienne exige des réponses sur le déroulé de l'intervention militaire dans le cercle de Douentza. L'armée française affirme avoir effectué une frappe aérienne sur un rassemblement de djihadistes isolés et neutralisé plusieurs dizaines d'entre eux à l'ouest de Hambori. Mais des villageois ainsi qu'une association de défense de l'ethnie Peul répètent avoir été visés par une frappe d'hélicoptère qui aurait fait 18 morts lors d'une cérémonie de mariage. Une célébration qui n'aurait pas eu lieu selon l'armée française et malienne. Si une enquête doit établir la vérité, l'image de l'opération Barkhane s'est une nouvelle fois dégradée au Mali. De retour maintenant chez nous au Burkina Faso, un peu plus gai pour finir. Les récompenses aux vainqueurs de pépites d'entreprise se multiplient. Pépites d'entreprise, rappelez-vous, c'est cette émission de télé-réalité réalisée par la télévision BF1 pour accompagner la jeunesse en termes d'entrepreneuriat. L'émission a séduit l'agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises AFP-PME qui veut désormais associer son image à l'aventure. En attendant donc la deuxième édition, Abdourahmane Sanfo, fait ambassadeur du prêt d'honneur de l'agence, est l'heureux premier bénéficiaire de ce tout nouveau produit de l'agence. Les précisions de Justin Amonto. C'est avec fierté que Sanfo Abdourahmane, vainqueur de Pépites d'entreprise édition 2020, reçoit ce chèque d'un prêt d'honneur de 3 millions de francs CFA. Il est désormais le premier bénéficiaire du prêt d'honneur de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises AFP-PME. Nommé ambassadeur du prêt d'honneur, ce n'est pas permis à n'importe quel jeune entrepreneur de l'avoir. Et je suis très fier de cette distinction. Et sur le prix, c'est du partenariat gagnant-gagnant. Selon le directeur général de l'AFP-PME,
Ce prêt d'honneur a pour but d'accompagner les jeunes entrepreneurs engagés pour le développement du Burkina Faso. C'est un tout nouveau produit que nous avons lancé pour permettre de distinguer des entrepreneurs qui se seraient distingués, donc des vainqueurs d'une compétition comme c'est le cas avec Pépites d'entreprise. Et c'est un prêt qui permet véritablement de promouvoir des entrepreneurs de talent. Si aujourd'hui nous investissons dans la jeunesse et dans l'entrepreneuriat, c'est le pays tout entier qui se verra développer. En ce sens que créer de la valeur, c'est le gage d'un développement économique et social de toute nation. Ce prêt d'honneur est donc remboursable sur 3 ans. L'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, AFP-PME, promet accompagner la 2e édition de Pépites d'entreprise. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je serai très heureuse de vous retrouver demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.